Je me rends compte qu'il y a des endroits sur Terre en fait où on m'attend. Et je sais peut-être un peu ce qui se passe aussi pour pas mal de gamins qui s'engagent aujourd'hui. Et donc voilà, ces voyages-là m'ouvrent aussi l'esprit à ce niveau-là. Je prends une autre dimension aussi à l'intérieur, et cette dimension, en fait, je la ramène après dans le quartier. C'est incroyable ce qui vous arrive, par parenthèse, quand vous dites ça. Vos postillons sont de l'eau sainte. Oui, c'est ça quasiment, parce que par l'affiliation en fait avec Voilà, avec avec les descendants Arabes, de. alors que je suis kabyle, mais je l'ai pas dit à ce moment-là de peur de décevoir mes admirateurs, mais ce qui se passe en fait, oui, c'est pour un gamin en fait de quartier qui arrive et qui voit ça. Je me souviens qu'en fait le premier voyage se termine au Bangladesh, donc c'est l'Ijtima, c'est une grande réunion de Tanguy en fait qui réunit un peu les gens de ce mouvement. C'est plus de 2 millions de personnes. C'est après 2 millions de personnes. Voilà, après le pèlerinage à la Mecque, c'est l'un des endroits en fait où il y a le plus de gens réunis dans le même endroit. Et nous, les étrangers, en fait, on est environ 2000 personnes. Et pour arriver de la petite tente qui nous héberge jusqu'à l'endroit où on fait la prière, on a peut-être 5 minutes à marcher comme ça. Et il y a une espèce de corridor avec tous les 2 mètres, un colosse qui est là et qui retient la foule. Et dans cette foule, parfois, il y a un bras qui se tend pour juste nous toucher, etc. Et imaginez-vous quand vous arrivez d'un quartier paupérisé de Ménilmontant et qu'on vous dit que vous êtes un vaurien, un délinquant ou que sais-je, et vous arrivez dans cet endroit-là où vous êtes quasiment vénéré. Quand vous rentrez en fait ensuite, ça devient difficile de garder la tête froide. C'est plus que difficile, parce que quand on vous écoute, on se dit non mais c'est pas... Comment il a tenu, quoi. Dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, oui. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que très rapidement, en fait, après ce premier voyage, je me rends compte de plusieurs choses. Mais la première des choses, c'est qu'en rencontrant les musulmans là-bas, qui sont des gens qui sont versés dans les sciences de la religion, qui lisent le Coran. Donc vous rencontrez des savants, hein, ce sont des gens... Ils sont pratiquement tous savants, en fait. Voilà. Les gens, en fait, qu'on rencontre là-bas, même le plus jeune enfant, en fait, apprend le Coran dès l'âge de 4-5 ans. Ouais. Et moi, je me rends compte en fait que je maîtrise à peine quelques sourates et que j'en fais en fait mon fonds de commerce et que ça suffit vu que je parle à des gens qui sont beaucoup plus ignorants que moi encore. Et en fait, je me rends compte que je suis juste un perroquet et que je porte un vêtement qui est beaucoup trop grand pour moi. Et en retournant justement à Paris, tout le monde m'attend parce que je suis celui qui a fait ce fameux World Tour et on attend justement que j'illumine encore plus de ma présence le quartier que je ne le faisais avant. Et ce qui se passe, j'arrive pas en fait à le faire et donc je me renferme sur moi-même et je quitte la mosquée assez rapidement, donc toujours avec cette barbe parce que je me dis qu'en fait c'est juste un moment à passer et je me retrouve dans un autre endroit tout aussi fermé mais un peu plus singulier, c'est-à-dire la discothèque. Je me retrouve de la mosquée à la discothèque très rapidement, par une invitation cette fois encore, mais cette fois d'un jeune musulman qui fréquente la mosquée avec moi. Et je me dis que j'y vais en fait tout simplement pour essayer de décompresser et réfléchir un peu à tout ça. Vous avez connu une dépression, hein? Oui, c'est une dépression. Grosse dépression. Ouais. Non, ouais, c'est une grosse dépression qui va me durer 2-3 ans. Donc je m'en rends pas compte à l'époque. Donc avec tout ce que ça comporte en termes de prise de drogue, etc. Et toujours donc avec cette barbe, donc socialement c'est aussi extrêmement compliqué parce que la première fois que je me retrouve en soirée en fait dans une discothèque qui s'appelle une after, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à dormir et qui continuent le matin. Et en fait la tenancière me demande donc avec ma barbe de rester parqué derrière le bar, entre le bar et les toilettes et pour ne pas faire peur à la clientèle. Donc c'est extrêmement violent à vivre à cette époque-là. Donc j'ai 22-23 ans. Et donc en pleine montée d'extasie, donc ça fait des années en fait que j'ai pas touché à ne serait-ce qu'un joint. Et donc voilà quoi, tout ça c'est quelque chose d'encore nouveau et je rentre dans ce cycle-là qui va me durer 3 ans. Et paradoxalement, je me suis jamais senti aussi proche de Dieu et du rapport en fait au divin que dans ces situations-là. Vous croyez en Dieu aujourd'hui ou... Je fais de mon mieux. Est-ce que ça lui suffit? C'est quoi faire de son mélange, sérieusement? Je fais de mon mieux dans le sens où j'ai l'impression très forte qu'il y a une relation en fait entre moi et quelqu'un ou quelque chose enfin mystique. Ouais. Mais en même temps, je me rends compte de par mon expérience qu'en fait la sensation ça suffit pas. Et c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc à la fin, je vous répondrai complètement. À cette question. Voilà quoi. Pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce que vous avez été approché par ce dont Pierre-Jean Luzard parlait tout à l'heure, des gens qui vous disaient il faut lutter, l'Occident c'est méchant, c'est mauvais. Vous voyez, est-ce que vous avez été approché pendant ces années de piété par des gens qui vous proposaient des solutions plus violentes que la prière?
Moi, j'ai eu C'est-à-dire la de chance, vous opposer à la société dans laquelle vous ne vous sentiez pas bien avant d'être à la mosquée. J'ai eu la chance de rencontrer donc ce mouvement piétiste, comme disait Pierre-Jean Louisard, en fait, des gens en fait qui étaient fondamentalement concentrés sur la ce religion. monde et l'au-delà, quoi, sur la religion vraiment dans ce cas-là de plus. Ils n'avaient pas de but politique. Ils n'avaient pas de but politique et en même temps, pour moi, en fait, c'était très bien. Et si j'avais été approché par des gens comme ceux dont vous parlez, je pense que j'aurais pas écouté, parce que moi, je fuis une violence, c'est pas pour retourner dans la violence. Et finalement, en fait, je suis pas du tout politisé ni idéologue. Je suis juste content d'être là. Et pour moi, en fait, c'est largement suffisant. Les questions, en fait, sur mon positionnement dans ce mouvement, etc., sur ma responsabilité à parler au nom d'un Dieu ou d'un prophète ou d'une religion, elles viennent finalement bien après. Est-ce que vous comprenez d'une manière ou d'une autre, on va en parler avec Pierre, on dit 2500 à peu près Français qui sont passés, enfin 450 là-bas, mais en tout 2500, plus parle d'une dizaine de milliers d'étrangers qui sont à Daesh. Est-ce que alors vous qui avez suivi un chemin différent, qui est un chemin de piété, etc., est-ce que vous comprenez 20 ans plus tard les tentations qui peuvent être quelqu'un qui était dans votre situation en 95? Oui, bien sûr, je les comprends, et même au-delà, en fait, de les comprendre sous un angle, en fait, religieux. Tout simplement, quand on a entre 15 et 20 ans, on est extrêmement influençable. Et il faut, à mon avis, se remettre parce que les gens qui réfléchissent sur ces gens-là, sur ces jeunes-là, c'est souvent des adultes ou des gens qui ont un certain âge. Et il faut essayer de ne pas avoir la mémoire courte. Et moi, j'ai essayé de ne pas l'avoir à travers mon livre, c'est-à-dire de me remettre dans l'esprit que j'avais à cet âge-là. Et quand on a cet âge-là, en fait, finalement, on comprend rien vraiment au monde. Et il suffit qu'on nous tende un discours ou qu'on nous donne une intention qui semble en fait nous porter secours. En fait, ça suffit. On se pose pas vraiment les questions. Les questions, souvent, on se les pose après. Pardon, mais il y a une grande différence. Vous, on vous a proposé un chemin de paix, puisque vous étiez confronté à la violence dans la rue, et la paix était à la mosquée. Là, on parle de gens qui égorgent, qui coupent les têtes, qui violent les femmes, qui tuent les enfants, qui tuent les chrétiens parce qu'ils sont... Vous voyez, c'est autre chose. Je veux dire, vous voyez, c'est un autre parcours. Quoi. Mais complètement, et c'est même terrible. Mais moi, s'il y aurait une question que je me poserais en pensant à ces jeunes aujourd'hui, c'est pas de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés d'aller vers cette vision de la religion, mais c'est pourquoi est-ce qu'à 20 ans, on a envie d'aller sur un champ de bataille. Parce que comme disait Pierre-Jean Louisard, c'est la guerre, en fait, finalement, là-bas. Donc je pense qu'on a tous des questions à se poser dans nos sociétés en fait modernes. C'est pourquoi est-ce que nos enfants en fait qui ont entre 15 et 20 ans ont envie d'aller faire la guerre. La vraie question, je pense qu'elle est là. Bon, en tout cas, ceux qui vont dans quelques centaines, oui. Voilà, ceux qui vont dans ces mouvements-là, parce que finalement, c'est ce qu'ils recherchent. Je sais pas, peut-être que toute la société en fait est quand même extrêmement violente. Moi, j'ai. Oui, mais enfin, il y a une différence entre violent, non. Ouais, je sais. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que je discute avec pas mal de jeunes ces temps-ci, donc lors de rencontres dans les lycées, etc. Et aujourd'hui, en fait, on demande beaucoup à ces jeunes de respecter des valeurs comme la liberté d'expression, etc. Mais je me rends compte par expérience que c'est des jeunes qui souvent déjà ne savent même pas s'exprimer. Donc il faudra déjà leur donner l'expression pour qu'eux-mêmes après chérissent la liberté d'expression. Et finalement, quand vous savez pas vous exprimer, et moi c'est ce qui m'est arrivé à mon âge, c'est quand vous savez pas dire, en fait, mettre les mots sur ce qui ne va pas, la violence, en fait, c'est bien pratique. Et pour la petite anecdote, moi je suis un jeune écrivain, mais je suis en même temps babysitter, donc je suis un écrivain babysitter, et je garde une petite fille en fait qui a été adoptée il y a 2 ans en fait. Donc elle est en France depuis 2 ans et c'est une petite fille adorable, mais qui l'année dernière en fait ne parlait pas, pratiquement pas, et elle avait des accès de violence assez terrifiants pour un enfant de 3 ans. Et depuis cette année en fait, elle commence à s'exprimer de mieux en mieux, et elle va chez l'orthophoniste 3 fois par semaine, etc. Et elle est adorable, ça devient vraiment une crème. Et donc ça m'apprend, enfin ça me dit beaucoup de choses sur ces jeunes aujourd'hui qui n'arrivent pas justement à s'exprimer, qu'on n'aide pas aussi souvent à s'exprimer, ne serait-ce qu'en ne leur donnant pas la parole. Et forcément, au bout d'un moment, la violence, c'est peut-être le moyen pour eux de dire regardez, j'existe. Et je pense pas que ce soit forcément des gens qui adhèrent à une idéologie ou à un mouvement, mais c'est juste des gens qui, à travers cette violence, disent maintenant il va falloir me regarder. Et malheureusement, ça fonctionne vu qu'on les regarde seulement depuis qu'ils font justement ces accès de violence. Alors Pierre-Jean Louisard, vous avez écrit ce livre sur Daesh, le piège Daesh. Comment vous expliquez ce dont vient de parler Omar Ben Lala, c'est-à-dire que ce soit un mouvement unique, parce qu'à ma connaissance, Boko Haram, etc., personne ne va chez eux. Pourquoi Daesh, l'État islamique, attire-t-il quasiment, on dit, entre 8 et 10 000
étrangers musulmans? Il y a plusieurs raisons. Là, une des quelle est l'attirance avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire les images qui montrent ce qu'ils font? Oui, on l'a dit, c'est le monde arabe, hein, le berceau de l'islam, le siège du califat abbasside, Bagdad, Mossoul. C'est le Moyen-Orient, c'est la porte de l'Europe. Voilà autant de raisons qui font que des jeunes apprentis djihadistes préfèrent aller se battre en Syrie et en Irak et non pas avec Boko Haram, qui est quand même très centré sur des solidarités familiales, claniques et tribales. Oublions Boko Haram. Pourquoi aller en Irak et en Syrie? Et pas vers Boko... Non. Pourquoi, oublions Boko Haram, pourquoi tant d'étrangers, de musulmans étrangers, européens, américains, alors, il y a une dimension liée... Parce que c'est énorme, 8 000, 10 000, oui, c'est énorme. C'est énorme, et sur ces jeunes partis faire le djihad en Syrie et en Irak, il y a une très grande majorité de jeunes issus de l'immigration maghrébine, et je crois que ça nous renvoie à notre histoire coloniale. Ça nous renvoie à ce paradoxe que, par exemple, la France soit la destination privilégiée de jeunes Algériens, alors que ça a été la puissance coloniale qui a occupé l'Algérie et qui a fait la guerre au peuple algérien. Donc il y a beaucoup de paradoxes. La modernité a été et continue à a été pendant très longtemps portée par les idéaux français, et il y a aujourd'hui chez un certain nombre de jeunes le désir de relever ce défi et de dire voilà, nous ne nous sentons pas français, et nous aussi nous pouvons être modernes, et l'État islamique est un exemple, et les mouvements salafistes sont des exemples de modernité puisqu'ils sont en totale rupture avec ce qu'est l'islam traditionnel. Quelle est la volonté de l'État islamique? C'est quoi le but? C'est d'envahir le monde? C'est de dominer le monde? La volonté de l'État islamique, c'est d'utiliser les contradictions propres au Moyen-Orient, et notamment la déliquescence des États arabes à la suite des printemps arabes, avec cette succession d'États faillis, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen, et voilà. Et puis maintenant le Nigeria avec Boko Haram, la Somalie et le Mali. Beaucoup d'États qui ont été des créations coloniales et qui n'ont jamais réussi à susciter des citoyennetés partagées. Et l'État islamique prospère justement là où l'État s'effondre, parce qu'il propose une alternative. Il propose des nouvelles frontières et il propose un nouveau modèle, souvent en arguant du fait que au Moyen-Orient notamment, les États qui ont été fondés par les puissances coloniales ont toujours privilégié les minorités contre la majorité, et ce qui est un peu le cas effectivement quand on fait l'histoire de ces États, la jeunesse de ces États. Est-ce que la création de cet État va bouleverser, à votre avis, les choses dans les 10 ans qui viennent? Ce qui a déjà bouleversé l'ordre politique au Moyen-Orient et bien au-delà, c'est l'effondrement, le premier de l'État irakien et à sa suite définitif. De l'État syrien. Oui, je pense que l'État irakien, je pense que le Moyen-Orient, l'ordre étatique du Moyen-Orient tel que nous l'avons connu et tel qu'il existe depuis 1920 est définitivement derrière nous. L'État irakien ne va pas renaître de ses cendres, et il faut prendre aujourd'hui acte du fait qu'il y a 3 entités étatiques sur le sol de l'ancien État irakien, et qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc il se peut que l'État islamique soit vaincu militairement, mais les raisons qui expliquent son succès demeureront, et si l'État islamique recule à Tikrit, par exemple, il va avancer à Damas ou dans un autre secteur du Moyen-Orient, et s'il est vaincu de façon massive, d'autres mouvements prendront la relève.
Donc, on parle de régions qui sont à 2000 km de Marseille, on va dire. À votre avis, dans les 10 ans qui viennent... Beaucoup moins que ça. La Libye est à quelques centaines de kilomètres de la Sicile. Je parlais de l'Irak. Oui, vous avez raison, entre 1000 et 2000 km. Ouais. Donc, il y aura 10 ans de désordre annoncé, on va dire. Je ne sais pas ce qui va. Ce qui est certain, c'est que l'État islamique puise dans une vision messianique de conquête, contre les mauvais musulmans, à savoir les États arabes en place et les dirigeants arabes actuels, mais aussi contre ce qu'ils appellent les mécréants, donc les démocraties occidentales. C'est vrai que c'est un défi majeur qui est soudainement reconnu pour ce qu'il est par les élites politiques démocratiques occidentales, mais il faut reconnaître que nous sommes très démunis face à ce phénomène que nous n'avions absolument pas anticipé. Alors, deux petites questions avant qu'on finisse. Dans la région qui est occupée en ce moment par l'État islamique, la partie de l'Irak et de la Syrie, vous dites dans votre livre, quand on fait le compte, il y a eu à peu près 2 millions de morts. 2 millions de morts entre l'invasion américaine, on va dire l'intervention américaine, et les guerres civiles qui se sont succédées, guerres civiles religieuses. On en est à peu près à 2 millions de morts. Donc c'est une région où les musulmans sont morts entre les guerres civiles par centaines de milliers en 10 ans. C'est une région absolument qui a connu des choses inouïes, qu'on a nous-mêmes oubliées. Oui. Oui, on l'a oublié. Par exemple, je sais que quand je vais en Irak, on dit souvent dans les médias occidentaux la guerre du Golfe. Donc, quand je vais en Irak, des fois, je leur lis de la presse française et ils me disent mais la guerre du Golfe, laquelle? La première, la seconde ou la troisième? La première, c'est la guerre Iran-Irak qui a été provoquée par le régime de Saddam Hussein, soutenue par les puissances occidentales. La seconde, c'est la guerre du Koweït. Et la troisième, c'est la guerre qui a mis fin au régime de Saddam Hussein. Entre ces guerres, il y a eu des insurrections, il y a eu l'embargo, il y a eu des guerres confessionnelles. Et c'est vrai que l'histoire est tellement chaotique et tellement tragique pour notamment le peuple irakien. Aucune famille irakienne n'est sortie indemne de ces tragédies. Il y a eu les départs massifs en exil, il y a eu les morts. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'étonner du fait que ce qui nous apparaît à nous occidentaux qui sommes protégés par nos droits de l'homme apparaissent aux yeux des populations qui ont dû subir pendant plusieurs décennies une descente aux enfers, soit quelque chose qui soit perçu de façon tout à fait différente. Par exemple, la médiatisation des crimes commis par l'État islamique nous choque à juste titre, mais quand Bachar el-Assad ou quand le gouvernement de Bagdad bombarde avec des barils de TNT des quartiers d'habitation, là évidemment ça n'est pas médiatisé. Donc la barbarie est la chose, hélas, la mieux partagée par tous les protagonistes et c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, exactement. Un mot d'explication sur votre titre en 1-2 minutes. Le piège Daesh, c'est quoi alors ? Alors, le piège Daesh, c'est une volonté à travers les crimes justement médiatisés de l'État islamique, une volonté de l'État islamique d'entraîner nos pays, nos démocraties occidentales dans une guerre à coup de provocation contre les droits des femmes, contre les minorités, contre les homosexuels, avec le rétablissement de l'esclavage, avec des massacres collectifs, des décapitations, des crucifixions et j'en passe. C'est fait pour choquer à juste titre et semer l'effroi dans les opinions occidentales, pousser les gouvernements de ces pays à une action militaire contre l'État islamique avant même que ces pays aient eu le temps d'élaborer une stratégie politique de sortie de crise. Et il est vrai que c'est bien ce qui s'est passé puisque nous nous sommes lancés dans une guerre qui se limite à des bombardements aériens alors que nous n'avons rien à proposer aux populations qui ont fait allégeance à l'État islamique parce que nous n'avons pas pris en compte les raisons qui les ont poussés vers l'État islamique.
Omar Ben Lala. Un mot sur ce que vient de dire Pierre-Jean Luzard, d'abord. Ouais, moi j'apprends beaucoup et je suis très content d'entendre tout ce que j'entends, parce que ça éclaircit en fait une situation qui, pour moi, comme pour tout le monde, est extrêmement confuse. Que faites-vous de vos journées alors maintenant? Je lis, j'écris, tout m'apprend. Non, vous avez écrit un livre, il est formidable. Les deux d'ailleurs, les deux livres sont vraiment, vraiment intéressants. Mais ça y est, vous dites, c'est comme la mosquée, quoi. Avec le livre, vous êtes dans une nouvelle vie, vous avez envie de continuer à écrire, ça vous a intéressé. Le fait de rencontrer beaucoup de gens aussi, peut-être c'est... Je prêche en silence, c'est un nouveau concept. Et non, enfin, pour moi, c'est une expérience en fait assez extraordinaire. Pour la petite anecdote, quand je quitte l'école en 3e de collège, je suis fasciné par Cyrano de Bergerac. Et c'est le dernier souvenir littéraire que j'ai, le premier et le dernier pratiquement. Et donc pendant des années, ça reste dans un coin de mon esprit. D'ailleurs, si j'adhère autant au prêche, c'est peut-être aussi pour ça, le sens de la formule, etc. Et finalement, j'ai eu envie d'écrire pour renouer avec mon amour de jeunesse. Et la chance m'a souri, parce qu'une maison d'édition prestigieuse comme Le Seuil m'a demandé de le faire pour elle. Et maintenant, voilà, je continue. Je suis un petit babysitter, donc je gagne un petit peu ma vie à côté pour essayer de payer le loyer, remplir le frigidaire et libérer du temps justement pour écrire. Donc, mais pour écrire sur quoi? Vous avez envie d'écrire là, sur je suis en train de terminer un texte. En fait, c'est un portrait, le portrait d'un coach sportif. Et c'est assez intéressant parce que socialement, ça dit énormément de choses. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment de plan de carrière. J'ai écrit quelque chose sur Internet, un roman que j'étais en train d'écrire en fait pendant que Le Seuil m'a contacté. Donc, ça a été mis en ligne début janvier aussi. C'est derrière sur la 4e de couverture. Et voilà, quoi. J'ai pas de plan de carrière en fait. J'écris tous les jours. Non, il ne s'agit pas de plan de carrière. Il s'agit d'envie, d'envie. En fait, j'ai pas de. Où placer son énergie. Voilà. On m'a dit de réfléchir à mon prochain livre. Donc voilà, j'y réfléchis, mais je sais que je suis un apprenti.